Avant de commencer, un mot important. Cette série a été créée comme une sorte de guide de l'utilisateur de la vie pour les humains. Un mode d'emploi pour se repérer dans un monde qui paraît souvent absurde, contradictoire et parfois cruel. Par nature, l'être humain a besoin de réponses. Quand il ne les trouve pas, il est tenté d'accepter n'importe quelle explication, même les plus absurdes, notamment celles proposées par les religions. Le but de cette série est de donner des réponses aussi honnêtes et rationnelles que possible pour éviter de tomber dans les pièges des croyances infondées et des doctrines qui exploitent notre besoin de sens. Si ce projet vous parle, pensez à me soutenir. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la autour de vous et si vous le pouvez, faites un don via le lien dans la description. C'est ce qui permettra de continuer à produire ce contenu et à le rendre accessible au plus grand nombre. Vous vous posez sûrement une question en ce moment. Pourquoi devrais-je écouter quelqu'un m'expliquer la vie et l'univers ? C'est une excellente question. Et la réponse dépend entièrement de ce que vous cherchez. Des réponses faciles ou des réponses vraies ? Car il y a une différence énorme. Pendant des millénaires, l'humanité a cru que le Soleil tournait autour de la Terre. C'était simple, évident, rassurant. Et c'était faux. Pendant des siècles, on croyait que les maladies venaient des « mauvaises humeurs ». On purguait les malades, on les saignait. Ça semblait logique. Et ça tuait les gens. Aujourd'hui encore, des millions de personnes payent pour que quelqu'un lise dans les cartes leur destin. Ils le font parce que ça les rassure, pas parce que c'est vrai. Alors, comment sait-on ce qui est vrai ? Comment peut-on être sûr que ce qu'on nous dit est réellement exact ? La réponse est simple, mais pas facile. Il faut suivre la science. Et c'est ce que nous allons faire dans cette série. Ensemble, nous allons explorer la vie scientifiquement. Du Big Bang à votre conscience, en passant par l'évolution humaine et l'origine des religions. Mais avant tout, il faut comprendre ce que la science est vraiment. Ce n'est pas une collection de faits à mémoriser. C'est une méthode, une façon de penser, une arme contre l'illusion. C'est ce que nous explorons dans cet épisode. Commençons par une question très simple. Qu'est-ce que la science ? Si vous demandez à 100 personnes, vous recevrez 100 réponses différentes. Certains diront la science, c'est la physique, la chimie, la biologie. D'autres diront ce sont les équations, les laboratoires, les gens en blouse blanche. D'autres encore, ce sont des faits prouvés, des choses qu'on sait. Toutes ces réponses sont en partie correctes, mais elles ratent l'essentiel. La science n'est pas une collection de faits. Ce n'est pas un dogme qu'on récite. Ce n'est pas une autorité qu'on doit respecter sans poser de questions. La science est une méthode, une façon de poser des questions au monde et d'obtenir des réponses fiables. Et voilà la beauté du truc. N'importe qui peut faire de la science. Pas besoin d'être un génie. Pas besoin d'avoir un diplôme. Il suffit de savoir comment poser des questions. Voyez, le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne posent jamais les bonnes questions. Quelqu'un vous dit « j'ai prié et ma maladie a disparu ». C'est un miracle. Au lieu de demander « miracle ou coïncidence ?» Combien de gens prient et guérissent ? Combien prient et meurent quand même ? Vous acceptez simplement l'affirmation. Quelqu'un vous dit « mon horoscope dit que je vais avoir de la chance aujourd'hui. Et regardez, j'ai trouvé 10 €. » Au lieu de demander « combien de fois ton horoscope s'est-il trompé ? Est-ce que tu ignores les prédictions qui ne se réalisent pas ? Vous acceptez que c'est vrai. C'est ce que nous allons changer. Dans cet épisode et dans toute cette série, nous allons apprendre à penser scientifiquement. Pas à mémoriser des faits, mais à poser les bonnes questions. Et croyez-moi, une fois que vous aurez appris ça, le monde ne sera plus jamais pareil. Alors, comment la science fonctionne-t-elle vraiment ? On peut la résumer en quelques grandes étapes. Elles ont l'air simples, mais elles sont puissantes. Première étape, l'observation. Tout commence par regarder le monde, sans jugement, sans explication toute faite. Par exemple, je remarque que quand je laisse tomber différents objets, ils tombent tous vers le sol. Je ne dis pas « Dieu les fait tomber », je ne dis pas « c'est magique ». Je fais juste une observation pure et simple. Les grands scientifiques comme Galilée, Newton, Darwin ont tous commencé comme ça, en regardant, en écoutant, en prêtant attention. Deuxième étape, la question. À partir de cette observation, on pose une question testable. Par exemple, pourquoi les objets tombent-ils ? Ou est-ce que tous les objets tombent à la même vitesse ? Le mot important ici est testable. Une question comme pourquoi Dieu a-t-il créé les objets n'est pas testable. On ne peut pas la résoudre avec des faits vérifiables. Mais
Est-ce que tous les objets tombent à la même vitesse? Ça, on peut le tester. Troisième étape, l'hypothèse. Une hypothèse est une réponse provisoire à votre question, une supposition éclairée. Newton aurait pu hypothétiser « Tous les objets tombent parce qu'il existe une force invisible qui les attire vers la Terre, proportionnelle à leur masse. » Il a appelé cette force la gravitation. Remarquez, il ne dit pas « Je sais que c'est vrai ». Il dit « Je suppose que c'est ça. Voyons si j'ai raison. » C'est une attitude humble, scientifique. Quatrième étape, l'expérimentation. Maintenant, il faut tester l'hypothèse. On conçoit une expérience qui peut montrer qu'on a raison ou qu'on a tort. Et ça, c'est crucial. Une expérience scientifique doit pouvoir nous prouver que nous nous trompons. Si vous imaginez une idée qu'on ne peut jamais réfuter, quoi qu'il arrive, ce n'est pas de la science. C'est de la religion ou de la croyance. Pour tester la gravité, vous pourriez lâcher des boules de différentes masses d'une tour. Vous mesurez le temps qu'elles mettent pour tomber. Vous vérifiez si l'hypothèse prédit correctement les temps de chute. Si ça marche, vous dites « ça renforce mon hypothèse ». Si ça ne marche pas, vous dites « mon hypothèse est fausse, je dois la modifier ou en inventer une nouvelle ». C'est le cœur de la science. Acceptez que vous pouvez avoir tort. Cinquième étape, la vérification et la révision. Vous ne vous contentez pas de proclamer que vous avez trouvé la vérité. D'autres scientifiques refont votre expérience. Ils la répètent, la critiquent, la vérifient. C'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Si vos résultats tiennent après des dizaines, des centaines de tentatives indépendantes, vous pouvez commencer à avoir une vraie confiance dans votre théorie, mais jamais à 100%. Jamais comme un dogme définitif. C'est pour ça que la science change avec le temps. Pas parce qu'elle ne savait rien, mais parce qu'elle apprend. La relativité d'Einstein n'a pas détruit la gravité de Newton. Elle l'a précisée, améliorée, étendue. Et ça, c'est une force, pas une faiblesse. Maintenant que vous voyez comment la science devrait fonctionner, il faut accepter une chose un peu dérangeante. Votre cerveau, lui, ne fonctionne pas naturellement comme ça. Votre cerveau est une machine à créer des illusions. Et ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Votre cerveau a évolué pour vous aider à survivre, pas pour découvrir la vérité absolue. Quand ces deux objectifs entrent en conflit, c'est la survie qui gagne. Voyons quelques-uns de ces pièges mentaux. Le premier, c'est le biais de confirmation. Vous avez une croyance. Par exemple, vous pensez que les gens nés sous le signe du taureau sont têtus. Maintenant, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de têtu et que vous apprenez qu'il est taureau, vous vous dites « Tu vois, j'avais raison ». Mais vous oubliez tous les taureaux qui ne sont pas têtus. Vous oubliez tous les gens très têtus qui ne sont pas taureaux. Vous ne remarquez que ce qui confirme ce que vous croyez déjà. La science combat ce biais en cherchant activement des preuves contraires, pas seulement des preuves favorables. Deuxième piège, le biais d'autorité. Si quelqu'un qui semble expert vous affirme quelque chose, vous avez naturellement tendance à le croire. Un médecin en blouse blanche, un professeur, un religieux, un entre guillemets spécialiste à la télévision. Un médecin peut dire qu'une vitamine guérit le cancer sans preuve solide. Beaucoup de gens le croiront. Un prêtre peut dire qu'une statue a pleuré des larmes de sang. Beaucoup le croiront aussi. C'est le biais d'autorité. On fait confiance à la personne, pas aux preuves. La science, elle, ne fait pas confiance aux personnes. Elle fait confiance aux résultats, aux expériences, aux données. Troisième piège, la confusion entre coïncidence et causalité. Vous priez pour une promotion. 3 mois plus tard, vous obtenez cette promotion. Vous concluez que la prière a fonctionné. Mais combien de gens prient pour une promotion et ne l'obtiennent jamais? Combien de gens obtiennent une promotion sans prier du tout? Vous regardez un seul cas, le vôtre, et vous en faites une preuve. Vous transformez une coïncidence en lien de cause à effet. La science, elle, regarde les grands nombres. Elle utilise les statistiques, les groupes témoins, les essais contrôlés. Quatrième piège, voir des motifs partout. Votre cerveau adore le motif. C'est utile pour reconnaître un visage, un prédateur, un chemin. Mais parfois, il en voit là où il n'y en a pas. Vous voyez un visage dans un nuage, une forme sacrée dans un toast brûlé, un message dans des chiffres qui se répètent, comme 11h11. Vous donnez un sens à quelque chose qui n'en a pas. Les religions, les pseudosciences, les superstitions exploitent tous ces biais. Elles s'appuient sur vos intuitions, sur vos émotions, sur vos illusions. La science, elle, essaie de corriger ces illusions. Maintenant, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qui distingue vraiment la science de la religion
de la pseudo-science et des croyances magiques. La science repose sur des hypothèses testables, sur des expériences reproductibles, sur la possibilité d'avoir tort. Les pseudo-sciences, comme l'astrologie, la numérologie ou certaines thérapies miraculeuses, ne sont presque jamais prêtes à être testées sérieusement. Quand elles échouent, elles changent l'excuse, pas la théorie. Si un horoscope ne se réalise pas, on accuse votre énergie. Si un traitement alternatif ne marche pas, on dit que vous n'y avez pas cru assez. Dans ces systèmes, il n'y a aucun résultat qui pourrait les faire abandonner leurs croyances. Donc ce n'est pas de la science. Et la religion dans tout ça? La religion affirme souvent qu'elle ne parle que de sens, de morale, de spiritualité. Mais en réalité, presque toutes les grandes religions font aussi des affirmations très concrètes sur le monde réel. Elles disent que le monde a été créé d'une certaine façon, à une certaine date. Elles racontent des miracles physiques, des mères qui se séparent, des morts qui reviennent à la vie, des maladies incurables qui disparaissent après une prière. Tout cela, ce sont des affirmations testables. On peut dater la Terre, on peut étudier les fossiles, on peut observer l'ADN, on peut mesurer si la prière change vraiment les résultats d'un traitement médical. Et chaque fois que ces affirmations religieuses sont testées avec des méthodes scientifiques sérieuses, elles échouent. La Terre n'a pas quelques milliers d'années, mais des milliards. Les espèces n'ont pas été créées telles quelles, elles ont évolué. Les prières ne guérissent pas mieux que le hasard ou l'effet placebo. Certains répondent alors « Oui, mais la science ne sait pas tout, donc Dieu comble les trous ». Mais ne pas savoir quelque chose ne veut pas dire que la réponse est Dieu. Dire « je ne sais pas » est honnête. Dire « c'est un miracle » ferme la porte à la recherche. Et c'est là la différence fondamentale. La science essaie de continuer à poser des questions. La religion, souvent, propose des réponses toutes faites et demande d'y croire, même sans preuve. Alors pourquoi tout cela compte-t-il pour vous, concrètement? Parce que la façon dont vous pensez, dont vous évaluez les idées, va déterminer votre liberté. Si vous acceptez sans questionner, vous devenez vulnérable. Vulnérable aux charlatans qui vendent de faux remèdes, vulnérable aux prédicateurs qui promettent le paradis contre votre argent, votre obéissance, vulnérable aux politiciens qui manipulent vos peurs. Si au contraire vous apprenez à penser scientifiquement, vous gagnez quelque chose de précieux, le pouvoir de dire « je veux des preuves », le pouvoir de dire « je peux changer d'avis », le pouvoir de dire « je ne crois pas ça simplement parce que tout le monde le croit ». La science, ce n'est pas seulement un ensemble de connaissances, c'est une attitude, c'est une discipline du doute honnête. C'est le courage de dire « je préfère une vérité désagréable à un mensonge réconfortant ». Dans cette série, nous allons utiliser cette attitude pour explorer les plus grandes questions de votre vie. D'où vient l'univers ? Comment la matière inerte est-elle devenue vivante ? Comment un animal comme vous en est venu à poser des questions sur le sens de l'existence ? D'où viennent les religions ? Et pourquoi tant de gens y croient encore aujourd'hui ? Et surtout, comment vivre une vie pleine de sens sans s'accrocher à des illusions surnaturelles? Ces questions ne sont pas simples, mais nous allons les aborder avec l'outil le plus puissant que l'humanité ait inventé, la méthode scientifique. Dans le prochain épisode, nous voyagerons jusqu'aux origines du cosmos. Nous verrons comment l'univers est apparu, comment l'espace et le temps eux-mêmes ont commencé, comment des particules minuscules ont donné naissance aux galaxies, aux étoiles, aux planètes, et beaucoup plus tard, à vous. Nous affronterons une question que les mythes religieux essaient de résoudre depuis des millénaires. Comment quelque chose peut exister au lieu de rien? La science n'a peut-être pas encore toutes les réponses, mais ce qu'elle a découvert jusqu'ici est plus fascinant que tous les récits mythologiques. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à la liker, à la partager et, si vous le pouvez, à faire un don via le lien dans la description pour soutenir ce projet et permettre la suite de la série. Rejoignez-moi dans l'épisode 2, l'univers du rien au cosmos. Merci d'avoir écouté.